Californie. Pendant ce temps, le domaine Lafitte est repris par le baron Eric en 1974. Lui aussi s'ouvre à l'étranger avec l'acquisition de vignes en Argentine, au Chili et au Portugal. Si la rivalité persiste entre les deux domaines, elle reste amicale et l'émulation est bénéfique. Dans chaque vignoble, l'équipe est déterminée à faire mieux que ceux d'en face. Et cela a dû concourir à maintenir la bonne qualité de leur vin. Mais les Rothschild ne sont pas seulement des producteurs de vin, ils restent des banquiers. Dans les branches de Londres et Paris, ils s'efforcent de perpétuer la tradition familiale en influençant leur époque. Dans les années 1980, les tensions qui en résultent vont déboucher sur une guerre acharnée opposant un père et son fils. Depuis maintenant plus de 2 siècles, le nom des Rothschild est associé à la banque et à la finance internationale, mais aussi au monde du vin, de l'art et de la philanthropie. Pourtant, dans les années 1950, la réussite de la famille dans le monde des affaires semble compromise. Toujours sous le coup de la Seconde Guerre, les banques de Londres et Paris sont sur le déclin et se contentent de gérer des comptes personnels et de s'occuper de riches clients. L'économie mondiale s'était considérablement développée depuis le XIXe siècle, et notamment hors d'Europe. Inévitablement, les opérations menées sur le continent européen avaient moins d'importance qu'avant. À la fin des années 1970, Jacob Rothschild, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Nathan Mayer, entreprend de revivifier la branche anglaise. Impressionné par les résultats de banques d'affaires américaines comme Merrill Lynch et Goldman Sachs, il veut étendre ses activités en ouvrant la sacro-sainte entreprise familiale à des investisseurs étrangers. Jacob voulait que la maison Rothschild rejoigne le club des grandes banques d'affaires et qu'elle ait une structure plus ouverte sur l'extérieur pour pouvoir s'impliquer sur les marchés et créer des tables de change et vendre des titres, des valeurs, des créances, etc. Mais Evelyn, son cousin et rival pour la succession, défend une voie plus progressive et prudente. Il veut que la banque reste une entreprise réservée à l'élite. Il ne faut pas investir sur les marchés et prendre des risques en vendant de gros volumes de titres. On ne risque pas son argent sur ce type de transaction. Il faut maintenir ses capitaux au niveau minimal sans les mettre en jeu et au contraire, vendre très cher ses conseils aux autres. C'est la vision d'Evelyn qui finit par l'emporter et Jacob perd sa bataille pour le contrôle de l'entreprise familiale. Mais la surprise vient du père de Jacob, Victor, qui soutient son neveu Evelyn contre son propre fils. Cette lutte de pouvoir divise la famille. C'est le premier grand conflit depuis la création de la banque au XVIIIe siècle. Jacob claque la porte en emportant ses clients et fonde Rothschild Investment Trust. Jacob en a fait un établissement de grande envergure qui investissait dans toutes sortes de choses et ça a très bien marché. Lui et son fils ont une fortune estimée à environ 3 milliards de dollars. Evelyn reste à la tête de N.M. Rothschild. Sa vision d'une banque haut de gamme est elle aussi lucrative car les grandes banques d'affaires perdent de leur attrait. De nombreuses corporations ont préféré se faire conseiller par de petites banques élitistes, en se disant qu'elles risquaient moins d'être soumises aux conflits d'intérêts qu'on peut avoir quand on fait à la fois du conseil et des transactions sur les marchés. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, la branche française est dans la tourmente. Depuis 1944, elle est dirigée par l'énergique Guy de Rothschild qui a reconstruit l'empire familial en diversifiant les activités de la banque, de la gestion des investissements à celle des comptes courants. Le baron Guy était l'archétype de l'aristocrate français. C'était un homme mince avec un goût impeccable. Mais en 1981, le gouvernement socialiste de François Mitterrand prend une décision sans précédent. Il nationalise la banque. Bien qu'il reçoive une compensation financière, Guy est anéanti. Guy avait tout perdu pendant la guerre. Et ça a recommencé en 1981. Là, il a dit « Trop, c'est trop, je m'en vais ». C'est la destruction de mes 40 années de vie professionnelle et de ce que j'ai bâti avec mes associés durant toute cette période. Tout ça nous est arraché des mains. Il s'est dit qu'à cause de leur nom, de leur réputation et de leur argent, les Rothschild avaient été pointés du doigt.
Guy s'installe provisoirement à New York mais finit par revenir en France après un changement dans la politique du pays. Il travaille alors avec son fils David à la réouverture de la banque. C'est une réussite remarquable, notamment de la part de David de Rothschild, car il a réussi à reconstruire la banque française en repartant de presque rien. Ils n'avaient même pas le droit d'utiliser leur nom, même s'ils avaient toujours leur réputation et leurs relations, ce qui les a forcément aidés. Dans les années 1990, il devient évident que les branches concurrentes de France et de Grande-Bretagne vont devoir unir leurs forces si elles veulent survivre dans le monde sans pitié de la finance. En 2003, pour la première fois depuis que Nathan et James ont collaboré pour vaincre Napoléon en 1815, les deux banques fusionnent. Evelyn abandonne son poste à la tête de la branche anglaise et David, son homologue français, prend en charge la direction du nouveau groupe. Aux yeux d'Evelyn de Rothschild, l'une de ses plus grandes réussites, c'est la réunion des branches françaises et britanniques de la famille. Au moins un membre de la nouvelle génération semble reprendre brillamment le flambeau familial. Nat Rothschild, associé d'Henry, le fonds d'investissement londonien créé par Jacob, son père, a remporté un immense succès au sein du hedge fund Atticus Capital. Il a notamment gagné gros en conseillant les nouveaux milliardaires russes. Cela démontre un grand esprit d'entreprise et une volonté de se jeter dans l'inconnu avec une audace qu'on n'attend pas d'une famille si vieille et si établie. Nat a également hérité du goût des Rothschild pour la grande vie. C'est un passionné de ski et de belles femmes comme l'actrice Nathalie Portman. Et il utilise son jet privé pour faire la navette entre ses différentes propriétés de Suisse, de Paris, Moscou, Londres ou New York. Pourtant, il préfère rester loin du feu des projecteurs. Clairement, Nat Rothschild a une attitude très ambivalente vis-à-vis de la notoriété et peut-être de son nom de famille. Bien sûr, d'un côté, les relations familiales l'ont beaucoup aidé. Mais je pense qu'être un Rothschild, c'est aussi un fardeau. Il faut se montrer à la hauteur de ce nom et on doit se demander comment, en tant qu'individu, on peut laisser sa trace personnelle dans l'histoire familiale. Que ce soit ou non un poids, c'est un héritage impressionnant et unique. Il est frappant de voir une famille de banquiers se perpétuer sur 6 ou 7 générations. Toutes les anciennes grandes banques commerciales, sans exception, ont fait faillite ou ont été rachetées et absorbées par les banques d'affaires. Ce qui me fascine le plus chez les Rothschild, ce n'est pas tant leur immense fortune ou leurs opérations financières que leur intelligence et leur talent immense qui se manifeste génération après génération. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'au bout de 2 siècles, les Rothschild sont toujours influents sur la scène internationale et que leur expertise est toujours recherchée. Avec les marchés financiers extrêmement sophistiqués que nous avons aujourd'hui, avoir les conseils d'un Rothschild, c'est très rassurant.